Je vais appeler de suite sur scène Xavier Piéchazic. Vous êtes le président du directoire, je le cherche, de RTE. Pardon, je vous cherchais. Et Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Vous pouvez m'accompagner sur scène. Je vous en prie. Bonjour à tous les deux et merci d'être parmi nous sur Global Industrie. Alors pendant 20 minutes, on va discuter ensemble de l'électrification des usages dans l'industrie, mais aussi surtout comment soutenir cette dynamique et éventuellement les points d'amélioration pour vous aider dans cet objectif de montée en puissance de l'électrification des usages. Alors avant de rentrer dans le détail aujourd'hui, est-ce qu'on peut peut-être chacun préciser votre rôle auprès des industriels? C'est-à-dire, je crois qu'il y en a un qui est plus spécialisé sur les industriels électro-intensifs et l'autre qui est plus sur la moyenne industrie, si on peut résumer les choses ainsi. Marianne, peut-être? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça dépend de la puissance des industriels. RTE est en charge de la grosse colonne vertébrale haute tension de la France et du raccordement des industriels qui ont plus de besoins. 40% des industriels sur le sol français sont directement raccordés sur les réseaux de transport d'électricité. Voilà. Alors Marianne, je te laisse. Et donc, puisque 40% sont sur le réseau de transport, 55% sont raccordés au réseau de distribution qui est géré par Enedis, un réseau qui fait 35 fois le tour de la Terre, et les 5% par les entreprises locales de distribution restantes. Et donc, nous avons en gros deux types de clients industriels, un haut de portefeuille avec 16 000 sites industriels raccordés, de la chimie, des énergies et des électricités qui servent aussi à l'agroalimentaire et aux industries de minerais, et puis de l'industrie diffuse, parce que l'industrie, bien sûr, ce sont des très grosses industries, mais c'est aussi beaucoup de TPE, beaucoup de PME, et 300 000 sites TPE, PME raccordés au réseau de distribution côté industrie pour Enedis. Pour planter le décor, aujourd'hui, quelle est la tendance de consommation? Parce que d'un côté, on a les prix qui ont augmenté et puis qui se sont réduits. On dit aux industriels d'aller vers l'électrification des usages. Donc aujourd'hui, quel est un petit peu l'état des lieux? Qu'est-ce que vous remarquez en termes de tendance de consommation? Alors la tendance de consommation des industriels en matière d'électricité, elle a cessé de baisser. Elle s'est stabilisée l'an dernier. Elle a même légèrement frémi à la hausse en fin d'année. Il faut noter que la production manufacturière française a mieux performé en 2024 que chez nos voisins européens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il y a un enjeu global d'électrification pour deux raisons. La première, Madame l'a dit en introduction, c'est l'histoire de la bascule, c'est-à-dire qu'il faut se défaire de la consommation d'énergie fossile pour des questions économiques, parce qu'en fait, ces marchés nous exposent à des fluctuations sur le marché international et ça peut nous mettre en danger. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé en Ukraine. C'est vrai aussi pour des questions climatiques. Toute entreprise doit faire face à ce type d'engagement. Et donc, pour articuler cette bascule qui devrait nous conduire à ce que les industries consomment plus d'électricité demain, a fortiori si on veut rendre le prix encore plus attractif, et donc pour ça, il faut du réseau, parce que les réseaux, et on le redira, c'est les infrastructures nécessaires à l'industrialisation. S'il n'y a pas de réseau bien dimensionné, il n'y aura pas d'industrie demain. Donc ce qu'on observe côté Enedis, c'est un dynamisme qui peut être contrasté suivant les régions françaises, mais il y a des parties de l'industrie qui se développent, et comme vient de le dire Xavier, pour aller chercher cette conversion à l'électricité, en fait, les principaux drivers, c'est la mobilité électrique, et puis, bien sûr, derrière, les transports au sens large, mais aussi l'industrie. Nous, ce qu'on observe, nous sommes dans la région lyonnaise, on vient de finir le raccordement pour 2,5 millions d'euros d'investissement d'une usine Solvay, qui a converti son four à l'électricité. Pour nous, c'était un exploit. On a fait ça d'ailleurs avec Serpollet, qui est un de nos grands partenaires, qui doit être quelque part dans le salon. C'est tirer 400 mètres de câbles par jour.
et c'est réussir des exploits techniques. Et on a beaucoup de projets en Lorraine avec des sucriers ou dans le nord de la France. Donc à chaque fois, pour être au rendez-vous, il nous faut anticiper le projet et être prêt techniquement le jour J. Le sucre, il faut être prêt en septembre parce que ça commence en octobre, la récolte. Justement, parlons d'anticipation. Tous les deux, vous avez annoncé ces derniers mois 2 plans d'investissement assez importants, une centaine de milliards d'euros chacun. Concrètement, c'est quoi les enjeux sur ces 100 milliards d'euros, on va dire combien vont être destinés à l'électrification des usages dans les industries? Tout est destiné à l'électrification des usages. Ça dans fait 100 milliards pour l'électrification des usages. Pour le réseau de transport d'électricité, sur ces 100 milliards, grosso modo, 25 milliards sur 15 ans consacrés à la résilience de notre réseau et à sa modernisation parce que les industriels ont besoin d'une bonne qualité de service. Voilà, donc ça c'est le premier facteur d'attractivité. 50 de milliards consacrés au raccordement, avec notre priorité stratégique numéro 1, le raccordement des industriels sur le sol français. Mais ça, c'est tous les raccordements, y compris la production des énergies, parce que si on s'électrifie, il faut qu'on produise plus. Et puis le solde, c'est le renforcement de la grande colonne vertébrale, les grandes lignes 400 000 volts, nos gros tuyaux, parce que bien évidemment, dans un monde qui s'électrifie et qui se décolle des énergies fossiles, il y a des nouveaux flux en Europe. Et nous, on est là pour garantir cette fluidité entre les sites de production, les sites de consommation et les échanges à nos frontières. Donc voilà l'économie générale. Je veux dire, pour compléter ma réponse tout à l'heure, que nous avons accordé à des industriels 21 gigawatts de droits d'accès au réseau. C'est-à-dire qu'on a 21 gigawatts d'industriels qui ont des projets, à qui on a fait des devis et pour qui on est prêt à lancer des raccordements. 21 gigawatts, c'est absolument considérable. C'est presque 2 fois la puissance des industriels en France d'aujourd'hui. Alors moi, j'entends souvent les musiques de « en France, ça va mal », etc. Il y a quand même une vraie dynamique là-dessus. Maintenant, notre enjeu collectif, c'est que ces projets, ils se transforment en décisions d'investissement. Voilà, il faut qu'ils confirment leur investissement. C'est tout l'enjeu. Il faut qu'on transforme. Disons que vous avez un préenregistrement et qu'il faut que ça soit confirmé. C'est un bon préenregistrement, c'est quand même assez bon signe. Tout à fait. Donc, Marianne, pour Enedis. effectivement, par exemple, quand Enedis investit chaque année 1,3 milliard d'euros pour renforcer la résilience de son réseau qui appartient aux collectivités locales, mais que nous exploitons, pour le rendre plus résistant aux aléas climatiques, à la tempête, à la canicule, notamment en l'enfouissant ou en le rétrofitant, c'est aussi au bénéfice des industriels, parce que les industriels, ils veulent une électricité disponible 24/24, 7 jours sur 7, et ils l'ont d'ailleurs, puisque l'électricité en France, elle est disponible 99,99% du temps. Et ça, c'est un énorme atout compétitif par rapport à d'autres territoires qui n'arrivent pas, par exemple, à évacuer leur électricité du nord de leur pays au sud. Donc, les investissements de raccordement, oui, bien sûr, et et on s'est organisé à Enedis pour répondre à cette demande qui monte. On a une organisation autour des zones industriels à forte consommation pour se coordonner avec les équipes d'RTE, mais investir sur la résilience du réseau, le rendre plus digital, plus moderne, plus flexible, c'est aussi servir les industriels dans la qualité d'alimentation dont ils ont besoin. Quelles sont les zones géographiques prioritaires selon vous aujourd'hui, très rapidement? Alors avec Marianne, on a développé ce qu'on a appelé une politique de l'offre. C'est-à-dire en fait pour garantir aux investisseurs français ou étrangers que le réseau sera là au bon moment. Et du réseau, c'est des travaux, donc c'est du génie civil, etc. Donc ça peut prendre un peu de temps aussi, mais ça prend le même temps que pour construire une usine. On a développé une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on a déterminé des zones sur le territoire français dans lesquelles les opérateurs que nous sommes préinvestissent pour être sûrs d'être là juste à temps et pour offrir de la puissance. Alors il y a 3 zones sur lesquelles, de notre côté à nous, on a déjà commencé des investissements par anticipation avec ce connu, Dunkerque, Le Havre et Fos, parce que c'est des zones industrielles qui sont très dynamiques. Et petit à petit, on ouvre d'autres zones, Saint-Avold, Sud-Alsace, Sud-Île-de-France, plan de campagne à Marseille, Saint-Nazaire. Et au fur et à mesure, on augmente finalement notre catalogue de zones
que les opérateurs de réseau prééquipent pour pouvoir attirer des nouveaux industriels ou pour que les industriels qui sont déjà là puissent basculer sur l'électricité. 2 exemples nouveaux, Lac et Châteauroux par exemple, ou Port-la-Nouvelle dans l'Occitanie. Du coup, c'est important qu'avec Marianne, et on le fait, on ait un bon dialogue avec les industriels parce que ça nous permet d'anticiper. Et quand les opérateurs que nous sommes, ils peuvent anticiper, et ben, on apporte la garantie à nos clients qu'on sera là au bon moment. Oui, parce qu'en fait, au final, les industriels, quand ils doivent ouvrir un site, ils regardent le foncier, mais il faut aussi qu'ils regardent votre cartographie, en fait. Les zones où vous êtes prêt à intervenir assez rapidement. C'est aussi l'un des enjeux. Oui, alors des fois, il y a le réflexe, quand on est un investisseur industriel, qu'on fasse de l'industrie manufacturière comme ici, mais on peut être aussi un opérateur de data center ou un producteur d'hydrogène. On a le réflexe de chercher du foncier et puis après de se poser la question réseau après. C'est pas un très bon réflexe. On n'installe pas une plateforme logistique très loin des voies ferrées, très loin des autoroutes et très loin des voies navigables. Ça n'existe pas. Bah donc pour le réseau d'électricité, c'est pareil. Hein, il faut qu'ils viennent nous voir d'abord pour qu'on les guide. Et on sait les guider. On sait dire, avec Marianne, là on fait du préinvestissement, cherchez plutôt là, là ce sera plus facile, là ce sera moins cher, là vous pourrez avoir beaucoup de puissance électrique très vite. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc je passe le message pour les industriels qui sont là. Venez nous voir d'abord parce que nous, ça nous permet de vous guider et de vous rendre service dans les territoires où vous avez des priorités d'investissement. Marianne a peut-être un complément ? Oui, totalement en phase avec ce qui vient d'être dit, mais on a aussi la capacité, au-delà de la priorisation géographique, de développer des solutions agiles et flexibles de raccordement au cas où cette capacité ne serait pas tout de suite à pleine puissance disponible. Donc on a des industriels qu'on a raccordés par palier de puissance, c'est-à-dire ils commencent leur processus et puis ils savent qu'ils vont monter en puissance dans 2 ans. Nous, ça nous donne le temps de faire des travaux et entre-temps, ils ont quand même leur solution, ils ont quand même l'électricité. Donc prioriser, anticiper, planifier, mais aussi simplifier toutes les procédures administratives qui peuvent nous faire gagner du temps vis-à-vis de nos clients, puisque ce sont nos clients. Justement, quels sont les points d'amélioration que vous avez identifiés tous les deux? Marianne, peut-être je vous laisse la main, on en a parlé un petit peu ensemble. On a différents thèmes d'amélioration. On travaille très bien avec la Commission de régulation de l'énergie et le ministère de l'énergie sur ces sujets. Aujourd'hui, la planification dont on parle, elle est quand même plutôt développée du côté des productions d'énergie renouvelable, où il y a des schémas de priorisation, où il y a la notion de file d'attente et de rôle du préfet. Du côté de la consommation, ça n'y est pas encore au même niveau de planification. Donc on pousse pour cela. Nous, on a des soucis avec la loi ZAN, hein, c'est notre côté agriculteur, parce qu'on aimerait profiter. On n'est pas aujourd'hui éligible quand on doit faire un poste source aux dispositions dérogatoires. Donc en fait, on va passer derrière tout le monde, ce qui ne sera pas bon pour les clients qui ont besoin d'un nouveau poste source. Et pour la consommation, en particulier des industriels, on doit construire 25 nouveaux postes sources d'ici 2040. Et un poste source, c'est combien d'hectares à peu près? Bon, c'est une emprise au sol quand même de quelques hectares. C'est un bébé de 5 millions d'euros à peu près quand même. Voilà. Et il faut 3 ans d'autorisation administrative et 2 ans de construction. Donc ça s'anticipe. Et tout ce qui est rationalisation des périodes de pré-concertation, ça nous fait aussi gagner du temps. Il n'est pas évidemment question de ne pas faire de concertation, mais de la faire dans des délais qui soient compatibles avec les besoins des industriels. Donc il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là et beaucoup de bonnes idées à prendre. Xavier, peut-être? On a les mêmes enjeux, on travaille aussi avec l'exécutif pour faire des propositions de simplification, et on travaille bien d'ailleurs, il faut le dire, hein, avec l'exécutif et avec les 2 chambres parlementaires aussi. Oui, on a des sujets de fluidification. Il faut qu'on arrive à compacter un certain nombre de délais sans fouler aux pieds des principes fondamentaux de protéger l'environnement, parce qu'il y a quand même un principe de non-régression. Et puis nous sommes engagés, il y a des droits communautaires, on a signé des conventions internationales. Sur la question de la concertation, c'est pareil. Mais on peut travailler sur cette fluidification et sur cette accélération sans retour en arrière.
Euh, pour aller vite, il n'y a pas que ça. Je le redis, hein, il faut qu'on arrive à développer une vision territoriale, il faut qu'on arrive à planifier, parce que nous c'est important, ça nous permet d'anticiper. Alors ça nous permet d'anticiper l'infrastructure qu'on va développer pour les industriels qui sont là. Ça nous permet aussi d'anticiper notre supply chain, parce que quand les deux opérateurs de réseau disent on a à nous deux un programme d'investissement de 200 milliards d'euros, ça fait beaucoup de supply chain. Ça fait beaucoup de travail pour nos fournisseurs, qu'on veut d'ailleurs ramener en France. Ça fait beaucoup de main-d'œuvre. Et ça aussi, ça s'anticipe. Il ne faut pas qu'il y ait de goulot d'étranglement. Et donc, plus on se parle en amont, mieux c'est, parce que plus on est capable d'aller vite après. Ça, je pense que c'est extrêmement important, parce qu'à la fois, nous sommes des grands opérateurs qui travaillons pour les industriels, mais nous sommes nous-mêmes des industriels. Mais oui, au final, vous avez des problématiques communes. Et, bon, 41 000 salariés à Enedis. L'année dernière, en 2024, on a fait un chèque de 3,6 milliards d'euros de commandes à notre filière industrielle, dont beaucoup sont là, et je les en remercie, nos partenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 70 usines travaillent en France pour Enedis, des usines de câbles, des usines de tôle, des usines qui fabriquent des postes de distribution. Et donc, nous développons de l'emploi en France. Il faut qu'il y ait des compétences aussi. Ça peut être aussi un goulet d'étranglement pour aller vite. C'est pour ça qu'on a lancé avec RTE et avec les syndicats professionnels et les entreprises qui les composent un projet qui s'appelle les écoles des réseaux pour la transition écologique. C'est comment j'attire plus de jeunes, plus de femmes, ça aussi, vers nos métiers techniques, pour leur dire que ce sont des métiers formidables où ils vont avoir un beau parcours professionnel. Donc, aller vite, c'est pas seulement investir et anticiper, c'est organiser la supply chain et préparer les compétences de demain. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on entend beaucoup les industriels mettre en alerte le gouvernement, EDF, sur le prix de l'électricité. Mais vous, tous les deux, vous dites d'une voix commune, calmons-nous. On reste quand même un pays attractif pour les industriels grâce à la qualité de notre infrastructure, grâce à la qualité de notre réseau. Est-ce que c'est un point que vous pouvez développer? Parce que c'est vrai que quand on a préparé l'échange, c'était assez intéressant ce que vous disiez. Et peut-être que les industriels ne l'ont pas forcément en tête. Les industriels qui ont des projets d'investissement, ils l'ont en tête. Simplement, il ne faut pas avoir la France par le petit bout de la lorgnette. Et pas faire du French bashing non plus. La question, c'est quel est le meilleur combo, la meilleure balance entre des volumes d'électricité disponibles et son prix, son niveau de décarbonation, parce que ça compte pour les industriels rendent des comptes sur leur contenu carbone, et 3, est-ce qu'il y a des infrastructures pour les accueillir à temps, ou alors qu'ils sont déjà là, c'est encore mieux. Alors, si on cumule ces trois critères, de l'électricité qui est abondante, de l'électricité qui est très décarbonée, je vous rappelle qu'en France, elle est décarbonée à 95%, et du réseau qui est bien maillé, la France est un pays très compétitif. Et en plus, c'est un pays qui a du foncier. C'est pas un pays très dense, la France. Alors, si on rajoute la question foncière, ça fait 4 bons critères. Donc, ils discutent beaucoup avec mes collègues européens. Il y a quand même beaucoup de gestionnaires de réseau en Europe qui ont prononcer des moratoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous connecter du tout. Donc moi, je veux bien qu'on dise du mal de la France. Heureusement, la parole est libre, on est en démocratie. Mais enfin, lorsqu'on additionne ces 4 critères, la France est un pays qui est très attractif. Voilà. C'est pas parce qu'il est très attractif qu'on n'a pas d'efforts à faire. On le disait donc avec Marianne sur le permitting, sur la fluidité, de tout ça, sur des choses plus simples. Mais si vous prenez ces 4 critères, la France est un pays très attractif en Europe. Et d'ailleurs, les industriels avec qui on discute et les investisseurs internationaux nous le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je confirme totalement. On a, côté Enedis, un taux de satisfaction de 94% de nos clients sur le haut de portefeuille, notamment aussi parce qu'on leur fournit les données de consommation dont ils ont besoin. Leur compteur industriel est télé-relevé chaque jour. Et s'ils le souhaitent, le lendemain, on peut leur donner leur pas de consommation toutes les 10 minutes. Il y a très peu de pays qui arrivent à faire ça. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là, entre autres, que nous avons été reconnus pour la 3e année consécutive comme le réseau le plus intelligent, le plus smart au monde, parmi tous les distributeurs. Donc ça, c'est un signe de compétitivité. Et donc,
Aujourd'hui, les industriels, l'électricité, c'est que 35% de leur part dans leur consommation d'énergie. Les exemples que je vous ai cités, 2 sur 3, c'est de passer du charbon à l'électricité pour leur processus industriel. Donc on voit bien qu'on doit continuer à sortir des énergies fossiles. Et oui, l'électricité en France, elle est disponible 24/24. Allez vous connecter sur l'open data du transporteur et des distributeurs hollandais, c'est tout rouge. Il n'y a aucune capacité d'accueil. Ils refusent tous les projets. Pourquoi? Parce que ce sont des grands pays gaziers et qu'ils ont du mal à passer à l'électricité. Le réseau chez eux n'a pas été dimensionné pour le développement des usages et de la production renouvelable. Ce n'est pas le cas en France, donc on peut s'en réjouir, mais maintenant il faut continuer à accélérer et à investir. Toute petite question bonus avant de vous libérer. On parle beaucoup d'Europe sur le salon, sur le débat public en ce moment, parce que voilà, le contexte international fait que. Est-ce que justement l'Europe est un partenaire dans vos plans d'investissement respectifs? Est-ce que vous avez un soutien d'une manière ou d'une autre de la Commission européenne sur ces investissements qui sont quand même lourds? Et alors dans ça un laps dépend de de temps quoi on assez temps. parle. Si c'est des soutiens financés sur les investissements nationaux, non. Sur les interconnexions, ou alors de manière très très marginale. Sur les interconnexions entre les pays, oui. Il y a des fonds communautaires qui nous aident. Après, l'aide de l'Union, c'est pas qu'à travers l'argent, c'est à travers les politiques publiques européennes qui sont mises en place. Et de ce point de vue-là, on peut se réjouir parce que ces dernières années ont vu se multiplier un certain nombre d'ambitions politiques sur la réindustrialisation, sur son verdissement, et la prise en compte non plus que des uniques questions de production d'électricité, mais donc désormais des réseaux, puisque la commission sortante a écrit un Grid Action Plan, qui est la prise en compte des réseaux comme un élément central de la décarbonation et de l'attractivité de notre territoire en Europe. Et c'est la base de travail de la nouvelle commission qui va décliner ça dans ces différents actes qui arrivent en 2025 et en 2026. Donc moi, de ce point de vue, je suis assez optimiste. La Commission et nos institutions communautaires ont pris à bras-le-corps la question de l'électrification et donc du coup des infrastructures nécessaires à cette électrification. Elles ont effectivement pendant longtemps totalement négligé le rôle des réseaux. Je le dis de manière encore plus claire que Xavier, en imaginant que l'industrie, la production renouvelable, c'était en l'air et que l'électron, il n'avait pas besoin d'être connecté pour circuler. Il y a eu un vrai changement dès lors qu'ils se sont tournés vers les enjeux industriels et qu'ils ont compris que pour décarboner l'industrie et les économies notamment, il fallait des réseaux. Et donc effectivement, il y a un Action Plan Grid, mais il y a aussi dans l'Industrial Act un accent plus marqué vers les réseaux, d'où des sujets aussi de réglementation qui vont venir, mais qui ne se traduisent pas encore par des soutiens financiers. Il n'y a pas de fonds verts pour les réseaux européens, par exemple. Et donc on est sur encore de la prise de conscience, mais pas encore un plan d'action. Nous ferons des propositions, les Français, pour la mise en place de fonds verts qui soient dédiés vers les réseaux, parce que je crois que nous en avons besoin. On n'est pas les seuls, mais je pense que nous en aurons besoin aussi. Très bien, merci à tous les deux, on peut les applaudir. Merci à vous.